très heureux de vous recevoir ici à l'École internationale de théâtre du Bénin. Ce soir, nous sommes avec un auteur bénino-togolais que vous connaissez très bien, mais dont les traces biographiques sont très discrètes. Cet auteur fait partie de ces personnes qui se font extrêmement rares. Je veux nommer Monsieur Barnabé Akayi Daté Atavito. Lorsque vous prenez ses œuvres, vous n'y trouverez qu'une phrase pour le présenter. Né à Palimé, Togo, Daté Atavito Barnabé Akayi est enseignant. C'est tout. Mais croyez-moi, c'est une fausse modestie. Derrière cette discrétion se cache un intellectuel accompli, un écrivain très prolifique qui a à son actif plus de 20 œuvres littéraires. Des pièces de théâtre, des poèmes, des essais, des nouvelles, des romans et j'en passe. Moi, c'est Orneux Lafayon. Je suis stagiaire ici à l'École internationale de théâtre du Bénin. Et juste derrière moi, vous avez mes camarades étudiants qui vont agrémenter la soirée à partir de lectures extraites de quelques œuvres de cet auteur. Barnabé Akayi est un homme de conviction. Il a connu de nombreuses épreuves, notamment son éviction du corps enseignant, parce qu'il aurait refusé de se soumettre à une évaluation de compétences instaurée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc pendant plus de 5 ans, il s'est vu privé de son droit d'enseigner. Et c'est il y a de cela 2 ans en arrière, je crois, qu'il a été réintégré. Il est également un homme au grand cœur. Il a enseigné dans de nombreux lycées au collège, ici au Bénin. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les élèves du CEG de l'Entente ont des tables et bancs en bon état pour pouvoir étudier. Il n'est pas politique, mais comme on le dit chez nous, c'est un homme au bras long. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir accueillir ici Barnabé Akayi Daté Atavito. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur Barnabé, bonsoir. Bonsoir, madame. Je crois que c'est un accueil au-delà de chaleureux, parce que j'ignorais que j'étais... Doyen. Alors, avant de continuer mon propos, je remercie le doyen. Al-Quidine, je ne l'appelle pas Al-Quidine, je l'appelle doyen. Et lui m'appelle le bavard. Voilà, donc c'est avec plaisir que je suis ici. Je disais que j'étais très content de remarquer que je n'étais pas le seul à connaître le panégyrique de ma famille ou de ma collectivité. Ça veut dire que les devoirs de maison ont été bien faits. Et en tant qu'enseignant, je vous donne 20 sur 20. Alors, je continue ma présentation. Né le 24 septembre 1978 à Palimé, au Togo. Est-ce que c'est permis d'arrêter? Tout à l'heure, j'ai entendu écrivain bénino-togolais. En fait, je suis écrivain béninois. D'accord, d'accord. Né le 24 septembre 1978 à Palimé, au Togo. Merci. D'accord. Il est fils unique de sa mère, mais du côté paternel, il partage de nombreux liens familiaux. Très tôt, il développe un goût prononcé pour la lecture, bien que l'école ne soit pas sa passion première. Pourtant, il mène des études brillantes qui le conduisent à l'université d'Abomey-Calavi au département des lettres modernes. Après une incursion dans le journalisme, où il couvre la page culturelle de plusieurs journaux, il trouve sa véritable vocation dans l'enseignement.
En 2010, il se fait connaître dans le monde littéraire avec son recueil de pièces Amour en infraction et les confessions du PR. La même année, il publie Quand Dieu a faim, une œuvre audacieuse abordant un sujet aussi sensible que l'homosexualité. Depuis, il n'a cessé d'écrire, enrichissant la littérature béninoise avec des recueils de nouvelles, des essais, des pièces de théâtre et surtout de la poésie. Il reçoit des mains du ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchane, en 2017, le prix du président de la République pour sa pièce de théâtre Le Chroniqueur du PR, paru chez Plume Soleil en novembre 2016, dans laquelle il dénonce la corruption des élites politiques, les élections truquées et souligne la responsabilité du peuple dans cette débâcle. Aujourd'hui, il est une plume vivante, un penseur engagé et un défenseur inlassable de la richesse culturelle béninoise. À travers ses œuvres et son parcours, il inspire, il provoque la réflexion et il montre qu'un écrivain ne se contente pas d'écrire l'histoire, il la façonne. Monsieur Barnabé Akaï, Dati Atavito, nous sommes honorés de vous avoir parmi nous ce soir. C'est moi. Soyez les bienvenus au dialogue littéraire de Tobin. Merci beaucoup. Monsieur Barnabé Akaï, vous avez un parcours littéraire très riche et inspirant. Pour commencer cette soirée, je vais vous poser une question. On aimerait savoir quel est le moment ou l'événement qui a été le déclencheur de cette envie d'écrire. Bon, en réalité, j'ai jamais envie d'écrire. Comme tous les enfants, je faisais ce que mon père m'a fait, lire, donc je lisais. Et je crois que c'est plutôt le public qui m'a amené à l'écriture, en constatant que ma manière d'écrire, simplement, les mots de tous les jours, est un peu différent et a quelque chose qu'on peut montrer au grand public. Parce qu'un écrivain qui écrit pour disons, ses parents, sa petite famille ou sa petite belle famille, c'est pas un écrivain. Il faut qu'il écrive par-delà son pays. Et quand les gens d'extérieur estiment que c'est quelque chose de potable, il peut oser publier. Et donc tout le monde peut écrire, mais tout le monde ne doit pas publier. D'accord. Et est-ce que vous avez un rituel d'écriture? Est-ce que vous vous retrouvez souvent dans un endroit spécifique pour pouvoir écrire? Vous vous recueillez quelque part? Non, du tout. Par exemple, vous avez parlé de le chroniqueur du PR, Oui. qui a reçu le prix du président de la République en 2017, Oui. écrit en 2016. C'est écrit en une nuit, dans du bruit. Ah, d'accord. En fait, l'écrivain a besoin juste d'un calme intérieur. Ce qui est autour, ça n'a pas d'importance. La confession du PR, je l'ai écrit juste derrière l'échangeur de Ouiro, dans du bruit. Parce qu'il y avait une buvette qui était là, qu'on appelait l'échangeur, et ça faisait du bruit. Donc, le calme dont l'écrivain a besoin est en lui. Le chaos peut être à l'extérieur, mais en lui, il doit avoir l'harmonie. D'accord, merci. Donc, merci. moi, je n'ai pas besoin de rituel, parce que je fais partie de ces écrivains qui ne croient pas en l'inspiration. Parce que je me dis, si je crois en l'inspiration, ça suppose que j'ai quelque chose de particulier. La question que je me pose, pourquoi c'est moi qui dois être inspiré et pas quelqu'un d'autre? Par conséquent, j'estime que quand quelqu'un décide d'écrire, il doit s'informer, savoir ce qu'on fait pour être un bon écrivain. Donc pour moi, c'est comme un métier, c'est comme un travail. Et chaque jour, l'écrivain doit chercher à être meilleur. Merci, merci pour cet élément de réponse. Merci aussi.
Nous allons suivre À présent, nous allons suivre les confessions du PR, une pièce de théâtre. Bénissez-moi, mon père, car je vais démissionner. Mon fils, pouvez-vous parler un peu moins fort? Je ne suis pas sourd. Bénissez-moi, mon père, car je démissionne ce soir. Voilà. Là, je vous entends mieux. Vous voulez démissionner. Pourquoi? Vous faites quoi comme travail? Vous ne me reconnaissez pas? Non. Vous ne me reconnaissez pas? Mon visage ne vous dit rien? Non, rien. Ma voix ne vous dit rien. Non plus, votre voix ne me dit rien. Et cette peine qui fend mon visage? Et ces cicatrices de sueur qui ruissellent à travers mes rides. Regardez bien ma mine refugeant les soucis. Elle ne vous dit rien? Elle devrait me dire quelque chose. Vous savez, mon fils, les 10 commandements sont quotidiennement violés. Je reçois trop de fidèles, mon fils. Et votre voix ne me dit rien. Je le regrette. Êtes-vous régulier à l'église? Quand avez-vous donné votre vie au Christ et fait la confession la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. Peut-être il y a quelques années, juste après que je me suis converti au catholicisme. Vous n'étiez donc pas chrétien? Si, mais pas catholique. Et pourquoi tardez-vous à venir vous confesser? C'est mon travail. Que faites-vous comme travail? J'assure la sécurité des hommes, des biens et services de mon pays, des dieux aussi. Vous êtes le ministre des cultes? C'est moi qui lui lance. Monsieur le Président Lui-même. 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 Vous avez raison d'avoir de la peine à me croire. Vous avez pris du poids. C'est le masque que j'ai mis qui me donne l'air d'un sac de surfacturation de 200 kg. Monsieur le Président ici, vous me donnez l'effet du roi David en face du prophète Nathan. Quel honneur! C'est moi qui suis honoré. Votre voix a beaucoup changé. Et ce n'est pas bienséant que vous mettiez votre bouche à genoux ici, comme un vulgaire fidèle. Je tiens à respecter les lois canoniques de l'Église. Il y a longtemps que mes genoux ont baisé le sol. Et ma conscience se sent déjà soulagée que vous ayez accepté de m'écouter. C'est le Christ qui écoute. Et c'est lui qui pardonne. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire, son contact sur la terre. Vous ne voulez pas que nous en parlions ailleurs? Non. Ici me convient bien. L'atmosphère spirituelle qui trône ici sécurise mon avenir. Et si vous vous leviez pour vous asseoir? Non, merci. Ma genuflexion me reconforte et me soulage déjà du lourd péché que j'héberge. J'admire votre humilité. Alors, puisque vous tenez à ce que je vous considère comme un simple fidèle et non comme président de la République, vous ne trouverez point d'inconvénient à l'appellation mon fils. Non, je n'y trouve aucun inconvénient, mon père. D'ailleurs, pour une fois depuis que j'ai le pouvoir, mes oreilles auront de cesse d'entendre d'hypocrites formules. Son Excellence, Monsieur le Président, la haute autorité, le chef de l'État, le chef du gouvernement, le premier magistrat, le juge suprême. Oui, je comprends. Et si on venait au péché que vous souhaiterez confesser? J'y suis. Posez-moi des questions. Demandez-moi n'importe quoi. La confession ne se passe pas ainsi, mon fils. Lorsque je pose des questions, c'est pour avoir des précisions sur ce que je ne comprends point. Je vous implore, mon père, posez-moi des questions. Ce que vous demandez, c'est... D'accord. Merci, mon père. Je poserai les questions en partant du décalogue. Attendez. J'ouvre ma Bible, Exode 20. J'y suis. Ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur... D'abord, croyez-vous sincèrement en Dieu? Quelle question, mon père. Sinon, pourquoi serais-je ici? Par les temps qui courent, on se demande toujours si les chefs d'État croient vraiment, parce qu'ils aiment bien se mesurer à Dieu. Moi, je connais mes limites. Je sais qu'il y a quelqu'un de plus fort que moi. Pour vous, Dieu est riche ou pauvre? Il est riche. Mais si vous faites allusion aux quêtes colossales que j'ai envoyées aux chefs religieux, mon père,
Ce n'est pas pour corrompre Dieu. Je ne sais même pas si vous avez envoyé quelque chose, puisque notre église vous a tout retourné. Bon, vous savez que Dieu est riche. Et pourquoi vous dites qu'au séminaire, on a inculqué la misère à ceux qui ont guidé le pays avant vous? Je ne suis pas là pour vous juger. Mais si vous allez continuer à tenir des propos blasphématoires et athéistes, je vous laisse... Dieu sonde mon cœur et sait que je crois en lui. On continue. Maintenant, je pose les questions, vous me répondrez très rapidement. Cela ne me dérange pas. Avez-vous commis de meurtre? Jamais. 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 Il paraît que tous les hommes d'État mangent la chair humaine. Mais d'autres ne sont pas cannibales, anthropophages, omnivores. Elles ne sont pas sales de sang humain. Avez-vous jamais détourné? Quelquefois. Hein? Souvent. J'ai souvent détourné, mais c'est sur exigence du peuple. Soyez clair. Détourner, c'est quoi? Détourner, c'est prendre quelque chose qui est prévu pour la réalisation d'un projet X pour faire Y. J'agis seul, en toute responsabilité, en prenant des ordonnances comme tout bon docteur devant un mal qui dégénère et menace son patient. Mais tout bon docteur prend toujours l'accord du patient ou des proches de celui-ci. Pensez-vous que le peuple vous comprenne? Si on admet que le peuple est mon patient, sachez que pour qu'un médecin signe une ordonnance, il n'a pas besoin de son avis. C'est juste une question d'ordonnance. Je vois. Mais vous semblez avoir oublié le cas où le patient serait allergique à tel ou tel médicament. Alors répondez-moi. Pensez-vous que le peuple vous comprenne? Le peuple ne lit pas. Le peuple ne pense pas. Donc le peuple ne lit pas. Il ne suit que la direction des maîtres d'opinion. Je ne suis pas là pour parler politique, ni pour juger le comportement du peuple. Venons à votre vie privée. Disons votre vie de couple. Respectez-vous votre femme comme une reine? Avez-vous commis d'adultère? C'est une question à ne pas poser à un président. C'est comme si vous me demandez si Dieu est imbécile. On ne peut le concevoir sans barbe. Vous êtes venu vous confesser. Avez-vous commis d'adultère? Si commettre l'adultère, c'est avoir des relations hors couple, oui, régulièrement. Il suffit juste que l'envie me prenne. Et Dieu sait que ce désir me prend plus d'une fois par jour. Vous en parlez à la première dame? J'estime qu'elle n'a pas à savoir certaines choses. Même quand vous détruisez votre foyer? Mon père, ça n'a rien de grave de tromper sa femme. Encore qu'il s'agit du président d'une république. Mais c'est très grave ce que vous dites, mon fils. Vous ne respectez donc pas la première dame? C'est une gloire pour elle d'être ma femme. Souvenez-vous du roi Salomon par exemple. Vous devez montrer le bon exemple. Salomon a déraillé et payé le prix de ses erreurs. C'est pour cela que je suis là. Payer le prix de mes erreurs. Mais je voudrais que nous abandonnions le sujet relatif à ma femme, si vous le voulez bien. Je voudrais plutôt qu'on épuise ce volet, si vous êtes vraiment venu vous confesser. Vous manquez de considération à votre femme et vous évoquez l'argument décieux de Salomon. La battez-vous? Quoi? Vous la battez, c'est ça? Mon Dieu, mon fils, mais quelle valeur la femme a devant vous? Ne savez-vous pas que notre Seigneur Jésus-Christ vient de marier une femme? Battre une femme, mais c'est battre Marie, mon enfant. Comment oserez-vous battre la mère de Dieu? Vous déplacez un peu la confession, mon père. Il me semble. La première dame est une femme, une mère. Mais de là, sous-entendre qu'elle est la mère de Dieu. Vous battez votre femme sous prétexte qu'elle n'est pas mariée. Soit. Mais la Constitution, les lois relatives à la protection de la femme, qu'en faites-vous? N'est-ce pas vous le premier garant des textes juridiques? Mon Dieu! Mon Dieu! Mon père, je comprends votre théorie. Si vous vivez avec une femme sous votre toit comme nous autres, vous verrez que ces textes juridiques sont en avance sur ce que veut la femme de chez nous. Elle aime la torture, la polygamie, le conflit entre épouses. C'est la seule chose qui l'excite. C'est à ce prix qu'elle se sent vivre. Regardez par exemple lorsqu'il s'est agi d'élire une femme présidente. Combien de femmes ont voté pour leur consoeur alors qu'il n'y avait qu'une seule candidate en lice? La femme n'est pas encore prête pour prendre de sérieuses décisions. Et je crois qu'il ne faut pas les bousculer. D'ailleurs, vous l'avez compris. Et c'est sûrement pour cette raison que l'Église ne rêve pas encore d'avoir une femme pape. Et je trouve cela juste. La femme, ça parle trop.
émotive, impulsive. Mon gouvernement sait quelque chose. Vous devez constater qu'à chaque remaniement ministériel, je réduis le nombre et augmente celui des hommes. Mon père, je voudrais que nous abordions la vraie raison de ma présence ici. Je pourrais revenir pour que nous parlions de ma femme. Je vous en prie. En réalité, je suis venu pour donner les véritables raisons de ma démission et avoir votre avis. Bref, je vous livre mon cœur. On vient de finir une de ces tumultueuses tournées. Je fais le tour des villes englouties sous l'eau. Les médias, vous les connaissez. Cela dépend de la suivi du contrat que j'ai signé avec eux. Cours après moi pour ne louper aucune image. Nous sommes au niveau du bain de foule. Des pièces squelettiques et bien osseuses se plantent alliées dans l'eau. Des mains décharnées et appauvries se plantent devant moi. Il faut les serrer toutes pour leur faire croire que je partage leur misère. Non loin de cette ambiance, avant de rejoindre l'hélicoptère, je saluais les dernières personnes. Là, une main glisse un papier dans ma main. Vous saluez et on vous glisse quelque chose dans la main. J'ai cherché à voir le tout visage, mais je n'ai pu distinguer personne. Peut-on savoir ce que votre main a reçu? C'est un papier portant un numéro de téléphone. Je vous écoute. En retour, je dévisage le papier et le numéro. Je compose le numéro. Ces dossiers, c'est moi-même qui les gère. Une voix fraîche m'a accueilli. Je me suis trompée, m'a-t-elle dit. Je me suis sentie ridiculisée. J'ai engagé cependant une longue discussion avec elle. Nous nous sommes vus plusieurs fois. Et aujourd'hui... Aujourd'hui quoi? Vous avez dit que vos mains n'ont jamais commis de crime. Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Non! Elle vit. Elle vit même 2 fois. Elle m'héberge. soyez clair. J'ai une question à vous poser, mon père. Que pensez-vous de la pédophilie? Pardon? Je vous entends mal. Elle porte mon enfant. Vous m'embrouillez. Vous venez de poser une question. Que disiez-vous? La question n'a plus d'importance. Je confessais que j'ai engrossé ce corps féminin. Elle porte mon enfant. Sacrilège. C'est de l'infidélité illustrée. Sacrilège. Mais un enfant, c'est toujours sacré. Je présume que vous n'êtes pas là en vue d'obtenir ma bénédiction pour Bien avoir sûr fait... que non, mon père. Qu'y a-t-il de grave pour démissionner de cette haute fonction alors? Celle qui porte mon enfant est une grande femme de 12 ans. Quoi? 72 ans? Quel miracle! Vous me faites venir à l'esprit l'histoire d'Abraham et de Sarah. Et vous voulez démissionner pour avoir engrossé une femme de 72 ans? Miracle? Elle n'a pas 72 ans. Elle a 12 ans, j'ai dit. Comment? 12 ans, vous dites? Sacrilège! Double sacrilège! Vous pensez que Dieu peut me pardonner? Je ne suis pas le cœur de Dieu. Et j'ignore ses pensées. Posez-vous la question de savoir si les textes en vigueur vous autorisent à gonfler le ventre d'une petite fille qui n'a même pas de bassin. C'est justement par rapport au texte juridique que se pose le problème. Je crois qu'on doit les retoucher. Au lieu de parler d'âge, il serait souhaitable de parler de physiologie, d'anatomie, comme dans le bon vieux temps. Celle que vous appelez petite fille. Si vous la voyez, mon père, pourquoi les femmes d'aujourd'hui grandissent sans avoir été petite fille? Si vous voyez celle dont on parle, ses fesses rondes, avec l'effet d'une décharge venant des bacilles de coq. Sa poitrine prématurément remplie de désir vous invite sans visa à contracter les dernières maladies en vogue. Et sa voix, une suite de musique douce chantée par les grandes stars de la planète des virus. Je me souviens. Cette fille est une lèpre tuberculoïde dont il faut être atteint pour découvrir l'amour débile. Elle vous atteint sans prévenir. Vos sentiments deviennent alors un squelette déformé. Votre cœur, un muscle anesthésié. Commencez par compter ce chapelet. Ça ne garantit rien, mais essayez toujours.
Vous pensez que c'est suffisant pour que Dieu me pardonne? Vous ne voyez pas que c'est incohérent? Vous pardonnez? Peut-être. Mais vous aurez votre dose de punition. Vous qui connaissez la Bible, le roi David a été sanctionné. Mais en réalité, tout dépendra de la réaction des parents. Que disent-ils les parents de la fillette? Ils sont vindicatifs. Parce que vous vous attendez à une autre réaction? Leurs yeux habitent le sang de la vengeance. Parce que vous accepterez qu'un pédophile s'obstine à détruire l'existence de votre fille? Ils me cherchaient. Ils vous Vous cherchaient? cherchez? Oui, il me cherchait. Je parie que c'est un coup monté. Un coup d'état législatif. Je vous le jure, c'est un coup monté. J'ai toutes les preuves. Arrêtez de délirer. Vous venez de me confesser que c'est vous-même qui avez appelé. Que la voix a dit que vous vous êtes trompé. Vous avez dû insister pour avoir quelques temps de causerie. Et vous jurez je ne sais quoi que vous êtes piégé. Voyons mon fils. Vous allez peut-être me comprendre quand je vous dirai que les parents de la fille sont mon adversaire numéro 1. De qui parlez-vous? L'honorable Lopo. L'honorable Lopo. Vous voyez maintenant pourquoi je parlais de complot? Je ne vois toujours pas. J'ai convié M. Lopo à un règlement à l'amiable. Je l'ai supplié. Je lui ai proposé de l'argent. Beaucoup d'argent. Des postes ministériels. Les meilleurs. Il les a refusés. Il vous a alors proposé de démissionner? Il m'a imposé la démission. C'est la seule chance qu'il m'a laissée. Imposé. Et donc si vous trouvez un autre moyen de régler le problème, vous n'hésiterez pas. J'ai épuisé toutes les voies de recours pacifiques. Il me reste seulement à démissionner. À moins que... Comment? Vous avez une meilleure idée? Utilisez la loi du plus fort. Mon fils, vous n'êtes pas obligé de vous salir. Monsieur Lopo ne me laisse pas le choix. Vous allez l'éteindre? Bien vu. Vous allez tuer votre beau-père? Pas lui seul. Celle qui m'a mis dans cette situation aussi. Mon fils. Quoi? 1000 sacrilèges. Et le peuple? Vous pensez au soulèvement du peuple quand il apprendra la vérité? Ce serait un accident. Je me dépêcherai de mettre une commission d'enquête sur pied. Êtes-vous sûr que personne n'est informé du dossier? Personne ne sait rien. Il ne veut pas que son nom se salisse. Mes services secrets m'ont apporté la confirmation. Mon fils, je ne peux garder une telle confession pour moi tout seul. Et que ferez-vous? Je ne sais pas encore. Peut-être en parler à l'évêque, peut-être... En êtes-vous obligé? J'ai une conscience. Parce que moi, je n'en ai pas. Je n'en sais rien. En réalité, vous n'auriez pas le temps de porter cet aveu sur votre conscience. Et Mais pour pourquoi? cause, J'ai besoin de confesser mes crimes futurs à quelqu'un. Mon garde-corps, ami et chauffeur a voulu que ce soit un prêtre. Et notre plan est de liquider la personne juste après la confession. Je devrais vous tuer de toute façon. Ne pensez pas que c'est votre franchise qui va vous coûter la vie. C'était prévu. Mon fils, vous n'avez jamais tué. Vous ne le pouvez pas. Je n'ai rien contre votre robe. Je n'ai rien contre votre personne. Je voulais juste quelqu'un qui puisse m'écouter et que je tuerai après. Je le tuerai. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'écouter mes confessions. vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Que savez-vous de moi? Savez-vous combien de personnes j'ai expédiées au ciel? Vous voulez juste me faire peur, n'est-ce pas? Naturellement, je veux juste vous tuer. Mais j'ignore encore comment. Je me dis que c'est plus simple de me servir de mon âme que voici. Quoi? Vous étiez armé? Un président dans un pays où tous les marchés sont cambriolés, fusillés, exterminés par de petits étrangers nostalgiques de la guerre, doit toujours porter de quoi se défendre. Et l'âme malais, plus efficace et obéissante que la prière pour liquider un ennemi. Vous n'allez pas me tuer, n'est-ce pas? C'est une arme chargée à blanc. Une âme chargée à blanc. Vous entendez ce bruit? Dites-moi si c'est un bruit à blanc. Vous êtes donc sérieux? Un président ne plaisante jamais. Surtout quand on l'oblige à quitter le pouvoir par chantage et que Dieu ne peut même pas l'aider. Dieu n'aide pas les gens à tuer. Vous ne suivez pas les informations, naturellement. Je suis un prêtre. Mais avant tout, je suis un citoyen et je me cultive. Pour votre culture, sachez alors que j'ai besoin de tuer. De vous tuer pour me sentir en sécurité. Vous êtes complice de mon futur crime. Je vous descends avant. Êtes-vous sérieux? Je croyais que vous n'aviez jamais tué. Allez dire ça au mouton dont vous êtes le berger. Où avez-vous vu un président propre? Savez-vous pourquoi je me tais sur certains dossiers? Non, Je vous dirai tout. Naturellement, je vous tue juste après. vous ne me tuerez pas. Vous êtes un fils de Dieu. Ma mère est très violente comme un ciel de sonde. Elle empêche non seulement le décollage de l'avion,
mais aussi et surtout de l'amour, du travail, du développement et du progrès. Elle déchire tout. D'abord le ciel, la terre et tout l'environnement. Oh, vous avez une bonne main. Nous avons vu le bien que vous avez fait. C'est vrai, je ne suis pas détestable. Non, rangez votre arme. Vous ne voulez tuer personne, n'est-ce pas? Mais si! N'affaiblissez pas mon courage. Vous voyez ce coup? Je suis à droite. Sans quoi, je vous aurais atteint par accident. Moi, je suis un sniper, un professionnel de la mort programmé. Je ne tue pas par accident. Vous voyez ce que je veux dire? Je viens de viser votre pied gauche. Ça boite un peu. Je vais le réajuster à l'aide de mon revolver. Pendant le casting des prêtres, on aurait dû remarquer cette infirmité. Je vais rétablir cette injustice en vous arrachant le pied gauche. On aurait dû rétablir l'équilibre depuis. Un prêtre doit être saint de corps et pur d'esprit. Attention. Prêt? Arrêtez! Je veux simplement vous arracher un pied, rien d'autre. Et puis, je visais le pied gauche, rien de grave. Vous plaisantez. Attendez, vous verrez si je plaisante ou pas. Vous voyez ceci? Oui, je vois très bien. Comment on appelle cela? Ne me dites pas que vous avez enregistré mes confessions. Je ne vous dirai pas que je ne les ai pas enregistrées, vos confessions. Nous étions en direct sur la radio nationale. Et sur des télévisions. Je ne vous crois pas. Jetez un coup d'œil dehors. Et dites-moi le nombre d'hommes armés que vous compterez. Vous m'avez trahi. Vous vous êtes trahi. Dieu m'a trahi. Épargnez-le s'il vous plaît. Regardez-moi très bien et dites-moi à quoi je ressemble. Un traître. Vous ressemblez à un traître. Regardez-moi encore de près. Un aigri. Vous êtes jaloux de mes gloires auprès du peuple. Très peu de gens viennent maintenant à l'église depuis que j'ai rappelé à mon peuple le travail qui libère. Lequel peuple? Celui que vous venez de rabaisser? Que vous avez réduit au chômage? Regardez-moi encore très bien, je vous dis. Ah, je vois, je n'ai pas encore enlevé mon masque. Vous êtes masqué aussi? Maintenant, regardez-moi très bien. Monsieur Lopo. Avec une lecture de Camille ou l'amnésie d'une bière. Extrait de l'ouvrage L'affaire Bissy. L'homme ne songe à la mort que lorsque rien ne va. Quand il lui semble que son heure a réellement sonné. Jamais à nul moment, l'être humain n'a pensé à rendre hommage à ce qu'on convient d'appeler l'ange de la mort. Mais lorsqu'il se trouve en face, La mort n'est que l'autre côté de la vie. L'autre face de la pièce de monnaie qu'elle forme avec la vie. La mort est une forme de vie avec ou sans vie. Mais il faut mourir digne. Il faut mourir pour la vérité, comme Socrate, ou comme Jésus-Christ, ou comme Béhanzin, ou comme celle-là qui est morte cette année même au Pakistan, alors qu'elle défendait la démocratie. j'étais certaine que je n'aurais pas la chance de mourir comme eux. La chance de mourir en défendant une cause, en luttant pour la vérité. Quel malheur que de mourir gratuitement, que de mourir sans être sincèrement pleuré. Mais en pensant à ces illustres personnages de l'humanité, j'avais perdu la peur de la mort. J'avais le sentiment que la mort et moi étions amis. Et tout d'un coup, un texte me revint à l'esprit.
flot sera fraîcheur des fleurs volantes. L'air des primevères erre dans l'air et les seins maternels du vent et des mythes s'enruent. Les palombes s'ennuient, les colombes aussi. La peur me quitta. La mort aussi. La voiture enfin s'arrêta. Nous étions sans nul doute dans un village. Entre-temps, il m'avait vêtu d'une manière traditionnelle. Un seul pagne blanc me protégeait. Il quittait la naissance de ma poitrine et chutait au niveau de mes cuisses. Dès que j'eus mis pied à terre, ce furent des volailles qui me souhaitèrent la bienvenue. Les deux hommes, ignorant que j'avais décidé de me résigner, me tenaient par le bras pour m'empêcher de prendre la clé des champs. Un vieillard sorti d'une hutte chevaucha vers nous. Il devrait faire un peu plus d'1 mètre pour 80 gens. Tandis qu'il s'approchait de nous, l'un des deux hommes se détacha du groupe. Aboloua, aboni, baba lache. Dit-il en s'agenouillant. Aboni, abochiche. Répondit le vieillard. Il se releva, parla au vieil homme qui nous fit signe de rejoindre une cage qui désigna de l'Indèche. Baba alla chez nous devant ça et nous demanda d'ôter nos chaussures. L'un des géants m'aida à me déchausser. Nous entrâmes tous dans la cage. Sur les murs, des échantillons d'ossements, des pièces détachées de squelettes. On eût dit le laboratoire d'un anatomiste ou d'un de ces paléontologues ou égyptologues qui ont découvert que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Même si aujourd'hui, la mauvaise gouvernance, les guerres, les conflits, les maladies, la famine, les crises alimentaires et autres portent à croire qu'elle en est le cercueil. Dans la case, aucune chaise, aucun tabouret, aucun meuble. Rien pour s'asseoir, excepté une peau sèche de bélier devant servir de prie-dieu au guérisseur. Celui-ci assis. Et nous autres, nous nous assîmes à même le sol. Le consultant se mit à prononcer des paroles inaudibles. Il nous tendit des grains étranges à avaler. Ma langue et mon palais prit feu. Suivit les premières incantations. Il s'interrompit, prit 4 coris, les jeta à terre. Djogbe, dit-il. Touchez le sol puis la poitrine 3 fois successivement, s'il vous plaît. Il reprit les 4 coris, les jeta derrière, dit que les dieux avaient parlé et se mit à chanter dans une langue que ces prétendus dieux et lui comprenaient. Après avoir scandé, le guérisseur nous souligna que les dieux avaient en effet confirmé les cérémonies. Elles auront lieu cette nuit. Votre enfant sera saine et sauve. Elle est née sous une bonne étoile. Elle ne connaîtra pas la mort, du moins pas dans la fleur de l'âge. Elle est née la nuit, et la nuit dit qu'elle la protège. Je n'y comprenais pas grand-chose. Je n'étais ni radieuse ni sombre. Je ne croyais pas trop en ces féticheurs. Pour moi, ce sont de véritables menteurs, de vrais escrocs avec des fraudes démesurées. Et pourtant, on dit que ce sont eux qui possèdent les remèdes à tous les maux qui nous ruinent. On dit que ce sont eux qui connaissent toujours tout. On dit que ce sont eux qui détiennent tout le savoir. On dit que ce sont eux qui savent comment le lait pénètre dans la noix du coco. Ce sont eux qui maîtrisent comment la nuit succède au jour. On dit que ce sont eux le réservoir de la connaissance physique et métaphysique. Mais alors, pourquoi ne faut-il pas reconnaître l'Afrique comme une région qui a engendré de grandes inventions pour l'humanité? Baba Alache me paraissait trop opaque. Je n'arrivais pas à perforer sa pensée pour lire ce qu'il mijotait. Il semblait changer de couleur. Sauter noir devenait encore plus ténébreux. Il bougeait de temps à autre la tête comme s'il parlait avec un être invisible. Une liasse de billets fut déposée devant lui. Il faillit exploser. Non, je ne prends pas d'argent pour ce genre de consultation. Je n'en prends pas non plus pour le rituel que je m'en vais faire. Votre fille appartient au Letemedi. Elle vit la mort. Elle est la mort. C'est pourquoi elle ne mourra pas. Retirez rapidement votre liasse, de crainte que mes fétiches ne se révoltent et ne s'emparent de vous. Écoutez, ce sont des ordres que j'ai reçus du monde invisible. C'est le père de la fille que j'ai d'abord vu. Nous avons discuté. Ensuite, des esprits m'ont parlé et m'ont montré les rituels à faire. Enfin, j'ai appelé l'âme de la fille. Nous avons longtemps parlé. Elle a plusieurs fois serré la main à la mort. Mais cette fois, elle a vu en face, en chair et en os.
Des cérémonies s'imposent. Sortez maintenant et attendez-moi pour le départ. Dehors, la nuit était mal éclairée. Les étoiles brillaient timidement. La lumière sidérale m'infiltra. J'avais légèrement froid. Je me secouais. La nuit me semblait souffler quelque chose à l'oreille. Je la lui tendue comme un lapin. Je n'entendis rien pourtant. Le vieillard n'avait pas marché avec nous. C'était un jeune homme qui nous conduisait. Je trouvais le vieux dans la forêt avant nous. Ce guérisseur commençait par m'inquiéter. Et au lieu d'en avoir peur, je me surpris en train de l'admirer. Il avait dû deviner que je me méfiais des tricheurs. Non, mais comment pouvait-il savoir? Je me faisais juste des illusions après tout. Cependant, comment avait-il fait pour savoir que mon père avait réalisé le grand voyage? Et puis, il a dit que j'avais vu en face la mort, en chair et en os. Aïchorisha koche mandao. Donne-nous la chair. Aïchorisha koche mandao. Donne-nous la chair. Aïchorisha koche mandao. Donne-nous la chair. Je n'eus pas plutôt fini mes réflexions sur la prédiction, la présence, l'omniscience de ce vieillard, que son de tam-tam me ramena sur terre. C'était le jeune homme qui martelait un tambour avec ardeur. Le vieillard se rapprocha de moi. À l'aide d'une lame et de savon noir, il fit descendre mes longs cheveux. Il se mit à tourner autour de moi en tenant à main un corps à tête rouge. Il me le fit passer sur tout le corps. Puis, d'une main ferme, il tient le corps et l'égorgea d'un coup de dent. Il lui arracha instantanément la langue qu'il me remit dans la bouche et me força à avaler. Avec le sang du corps, il m'arrosa la tête comme on arrose un lèvre. Il jeta dans ce trou creusé pour la circonstance ce qui restait du corps. Ensuite, il m'aspergea avec de la farine de maïs et me cracha cette fois-ci la tête sur la main. Aïchorisha koche mandao. Donne-nous la chair. Aïchorisha koche mandao. Donne-nous la chair. Tout ceci s'est passé accompagné de mots imperceptibles. Pendant toute la cérémonie, le tambour avait continué. Le jeune homme tapait le tam-tam comme on tapait nos ancêtres esclaves dans les plantations des cannes à sucre en Amérique. Il avait procédé à notre vitesse. Le tam-tam résonnait toujours. Et cette fois-ci, je ne sais par quelle magie j'ai dénoué et renoué solidement le linge blanc qui saignait mon corps. Je m'étais mis à danser jusqu'à ce que je glisse à terre. Pendant ces minutes, je n'attendais ni ne voyais plus rien. Puis, subitement, je vis les deux hommes avec qui j'étais venu dans le village. Ils étaient abasourdis, interloqués et avaient le regard hagard. L'un d'eux m'aida à me relever et m'amena dans une case sans toit. Une jarre remplie d'un liquide étrange et malodorant y trônait et m'attendait. Le vieillard ordonna aux deux hommes de disparaître de notre périmètre. Ils s'exécutèrent. La douche terminée, plusieurs interdictions suivirent. Je dus laisser l'eau sécher sur mon corps. Je restai ainsi nu dans la case jusqu'à ce que la dernière goutte s'évapore de ma peau. Après quoi, je sortis. Le seuil de la case franchi, et là, à cet instant-là, je me suis souvenu. Je me rappelle tout. Je m'appelle Kemi Sidiba. J'ai 18 ans et passe en deuxième année d'agronomie. Je suis actuellement enceinte d'un homme marié. Je garderai l'enfant jusqu'à Temcha Lavecti, de peur de détruire sa vie et son foyer. J'ai perdu la mémoire, non que j'ai subi un choc émotionnel relatif à ma grossesse, mais parce que j'ai assisté à un spectacle horrible. Mes souvenirs les plus précis remontent au moment où j'ai intégré la résidence universitaire. Suite à une demande adressée au SENU, une chambre m'avait été attribuée. Je la partageais avec une jeune fille du même âge. Elle venait d'une ville du Centre-Nord, une ville qui, selon l'histoire, avait été ennemie de la mienne. C'était une âme très intelligente. Elle arrachait aussi facilement les meilleures notes dans son amphithéâtre que l'admiration de ses camarades et de ses professeurs. Elle avait toujours été première depuis la maternelle. Elle trouvait mon deuxième prénom plus mignon et elle se laissait appeler Farid, le diminutif de Faridat. Chapeautant illuminait la chambre chaque fois que la seule société qui gérait l'énergie électrique nous fauchait compagnie. Très vite, nous étions devenus amis confidentes. Nous cuisinions ensemble, mangions ensemble, ne dormions pas l'une sans l'autre.
Nous nous racontions nos vies et nos secrets. Fari était issu d'une famille polygame. Son père lui beaucoup aidé s'il n'avait pas été d'un certain âge et qu'il ne vécut pas de sa pension qu'il devait partager entre ses nombreux enfants. Sa mère, elle n'avait pas eu le temps de regretter sa relation avec celui qui était le père de sa fille. Elle quitta très tôt le foyer conjugal, les disputes entre coépouses s'accroissant, les devoirs conjugaux s'amenuisant. Elle ne cessait d'exhorter sa fille à l'excellence. Fari l'écoutait et la prenait pour idole quand bien même sa mère n'avait rien dû diplômer. Lorsque Fari avait 12 ans, elle était pratiquement indépendante de sa mère. J'étais très hébété le jour où elle m'apprit qu'elle avait toujours conservé sa virginité. Restée vierge, après 4 ans de mannequinat, on va raconter ça aux idiots de ton genre. Non, sérieux, tu dis vrai? Non, sérieux, tu dis vrai? Sérieux, tu dis vrai? Tu es unique, tu sais. Je comprends pourquoi les hommes continuent de courir derrière toi. Je crois que tu dois rester ainsi jusqu'à ce que tu maries à l'église avec un mec bien beau. J'avais moi aussi rêvé de laisser le prince charmant visiter ma vue la nuit nuptiale. Mais je suis tombée sur un mauvais amour. Je me rappelle pendant que nous causions ce jour-là, qu'un jeune homme, fils à papa, frappa à la porte. Ce fut moi qui ouvris. Le mignon garçon me demanda si Farida était présente. Je l'appelais. Un beau gosse? Je n'ai rendez-vous avec personne. En plus, ma chambre n'est pas un lieu de rendez-vous. Mais Sidi, je suis étonnée que tu ignores encore mes principes. Me jeta-t-elle avec un sourire mêlé de reproches. Le jeune homme, entendant tout, partit sans que je ne lui fisse un rapport. Mais il était revenu à la charge une vingtaine de minutes plus tard avec une bouteille de vin, de friandises et un poulet au frites. Nulle était mon intervention et notre amitié, elle eut rejeté le président. Le prétendant parti, elle me remit le paquet et me demanda d'en disposer. Fanny savait toujours ce qu'elle voulait et avait une aversion pour les faveurs, la facilité. Elle aimait l'effort personnel. Elle lisait en effet comme elle respirait. Jamais elle ne s'était endormie sans lire une ligne. Elle avait une culture littéraire indubitable. Si les auteurs sentaient de loin leurs lecteurs, plus d'un lui humé. Les bons livres, les bons auteurs, elle les reconnaissait. En cela, nous nous ressemblions. Nos lectures souvent se coïncidaient et il arrivait de passer toute une nuit à discuter de la psychologie faible de tel personnage, du génie de tel autre. Et quand il nous arrivait de nous disputer, elle se montrait toujours plus sage. Ce fut elle qui m'apprit à aimer l'Afrique et ses lacunes. Selon elle, un jour, l'Afrique sera crainte comme aujourd'hui, la Chine se fait craindre et respecter. Fari vouait un culte infaillible à l'Afrique. Elle militait dans plusieurs mouvements. Elle parlait d'africanité, de panafricanisme. Et lorsqu'au pays, on parlait de service militaire, elle avait préparé son dossier avant de réaliser qu'il lui restait 1 an pour atteindre les 18 ans réglementaires. Toutefois, elle participa au grand forum. Elle avait un ami regardé de la gendarmerie qui la traitait comme sa fille. Je me rappelle la substance d'un discours qu'elle lui avait rédigé à l'ouverture d'une fête organisée par les appelés envoyés dans le nord du pays. Il me plaît en ce jour où les appelés venus de Maître Horizon organisent une petite fête pour clôturer leur passage dans la ville de Gadiou et ses environs. Il me plaît de dire un petit mot aussi bien à l'endroit des différents hommes qui ont participé à leur formation dans ce espace appelé Sourd. Parfois, seule, je me demandais si Paris ne serait pas un ange envoyé pour accomplir sur terre une mission bien précise. Elle avait l'air si simple, si exemplaire, si proverbiale. Je me rappelle tout maintenant. Je me rappelle ce qui m'a envoyé dans le coma et a causé mon amnésie temporaire. Je me rappelle qu'après avoir passé un long week-end à Porto-Novo, j'aimais Porto-Novo et ses ambiances infernales. J'étais revenu au campus. J'appartenais à la section danse de l'université d'Abomey-Calavi. Je venais de rater la répétition de mardi et ne voulais à aucun prix briller par mon absence à celle du jeudi. Je comptais l'une après l'autre les marches de l'escalier qui nous conduisaient à notre palier. Je caressais de temps à autre mon ventre qui refusait de grossir alors que je gardais depuis plus de 2 mois le secret de ma grossesse. Je saluais rapidement les camarades que j'ai croisés puis atteignais notre chambre.
La tante avait semblé changer d'humeur. Elle avait une mine lugubre, semblable à la fermeture d'une sépulture. Le jour d'inhumation de mon père s'imposa à moi. Je revoyais le visage de feu de mon père absent et rendu vivant non pas le travail des agents de la prochie, mais par l'amour que pour lui je nourrissais. Dans le couloir, le vent avait ralenti ses pas. Les pas des étudiantes voisines, eux, me parvenaient comme tardifs, lointains et venant de l'au-delà. Le coluchon de la porte avait changé comme des reliefs d'une douce putréfaction. Je l'ouvris et fus accueilli par une odeur nauséabonde qui tout d'abord me renvoya dans les toilettes. Je revins ensuite et entrai, malgré cette atmosphère insupportable de charogne. Là, face au placard, gisait un corps à genoux, les bras branlants. Le cadavre me faisait dos. Je ne pus le dévisager. Il avait un drap enroulé autour du cou et attaché au poignet des placards, de sorte que sa tête était suspendue. Je m'approchai de la dépouille mortelle et aperçus deux grosses boules blanches qui ressemblaient à deux yeux horrifiés et complètement sortis de leur orbite. La langue de la victime était pendue et de sa bouche sortaient de grosses mouches qui sans doute pondaient déjà des œufs à l'intérieur. Oh mon Dieu, c'était pareil. Je m'évanouis. Merci, chers camarades étudiants, pour cette belle énergie et cette générosité. Bon, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons lancer le débat. Je vais faire passer le micro et vous allez poser vos questions. Voilà comment ça va se passer. Lorsque vous posez la question, notre invité va répondre au fur et à mesure pour gagner du temps. Mais avant, j'aimerais poser une première question. Monsieur Barnabé Akayi, vous venez de suivre 2 lectures. Auriez-vous des commentaires à faire? Je n'ai pas de commentaires. En dehors des remerciements, cette lecture est une sorte de mise en bouche, une sorte de mise en scène, et les mots semblent ne plus m'appartenir. Donc, et puis il y a eu des séquences qui ont été sucrées. Oui, donc, ça fait que, bon, c'est ceux qui ont lu qui peuvent avoir l'entièreté du test. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est merci à celui qui a travaillé à la scénographie, aux jeunes comédiens, aux apprentis comédiens. Voilà. Et donc, merci. Merci. Je rappelle que l'affaire BC est un livre-programme dans les lycées et collèges du Bénin. Alors, qui veut se lancer? Quelqu'un pour nous aider pour le micro, s'il vous plaît? Ah, ok, d'accord. Super. Alors, celui qui prend la parole en première position, c'est toujours difficile parce que, voilà, il donne appétit aux autres. Donc, je fais l'exercice comme ça. Date, quand tu écris, est-ce que tu n'as pas peur? J'ai déjà posé la question une fois entre 2 copains, entre camarades, j'ai dit, puisque quand on te lit, c'est toute l'actualité politique nationale qui se déplie devant nous. Vous voyez, quand tout à l'heure dans la confession du PR, on a vu, on a passé en revue les 10 ans de Yahi Boni. Appelons les gens maintenant, ils ne sont plus là. Les 10 ans de Yahi Boni avec toute la mandat d'affaires qui a eu lieu, coup d'État, ceci, cela, affaires machines agricoles, affaires ceci, affaires cela. Alors, quand tu écris, j'ai l'impression que peut-être que tu n'imagines pas que les politiciens un jour te liront. Ou quand ils sont au pouvoir, Dieu merci, ils n'ont pas le temps, quand ils sont au pouvoir de lire, ceux qui écrivent, Dieu merci. Si jamais ils ont le temps de te lire, dater, tu vas faire un exil forcé, est-ce que tu ne penses pas quand tu écris? Puisque le fait politique n'est jamais absent dans ton jeu littéraire. Donc, voilà la première question. Ah, il y a une deuxième? Oui, il y a une deuxième, mais je veux que tu me répondes. Peut-être la réponse va
va me faire taire pour sur la deuxième question. Non, mais la question de la peur est une question qui revient souvent quand les gens me croisent. Il y en avait qui avaient même cru que j'étais un vieillard, parce que là, le test est sorti, je crois, en 2010. Voilà, donc j'avais 32 ans et c'est écrit, je crois, en 2006 ou 2007, un truc comme ça. Donc finalement, il y a une sorte de prémonition, une sorte de prophétie, aussi bien pour les confessions du PR que pour le chroniqueur du PR qui a reçu le prix. Et justement, comme c'est toi qui poses la question, cela s'explique par le fait que toi, qui n'es même pas l'auteur, tu as reçu des secousses parce que tu travailles à l'Institut français qui avait décidé en 2014 de produire le spectacle. Et en coup de route, on était obligé d'arrêter parce que il y avait un petit conflit entre... Oui, on devait faire l'affiche et on n'est pas loin de la présidente de la République. Donc voilà, on a essayé de mettre ça en veilleuse. Oui, c'est quand même triste que des promoteurs d'actions culturelles aient peur à la place de l'auteur. Laissez-moi avoir peur. Je ne sais pas pourquoi vous voulez avoir peur à ma place. C'est nous qui finançons. Alors, de toute façon, il y a effectivement beaucoup de gens dans le temps, et dont même un ministre du gouvernement, à l'époque, m'avait appelé. Le ministre du gouvernement m'avait appelé pour demander si j'ai pas peur, si j'ai pas été attaqué, si j'ai pas eu des soucis. Donc, comme on le dit dans notre langue, l'animal qui n'a pas de queue, c'est Dieu qui lui sait de queue, lui chasse les mouches. Donc, arbre lui tondu, quoi, 2 mesures le vent. Donc, je crois que la nature est là, elle me protège et je profite de son bouclier. Donc, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et puis, je suis né un dimanche. On ne peut pas être né un dimanche et avoir peur, c'est pas possible. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est lié au renouvellement thématique dans la littérature béninoise. Puisque tout à l'heure, en présentant justement, Ornella disait que la question de l'homosexualité est revenue à la surface de cette littérature-là. Parce que depuis, avant toi, sauf erreur de ma part, avant toi, cette thématique n'est pas vraiment abordée, en fait, de façon aussi frontale. Est-ce que tu l'as fait de façon très consciente, puisque ça ouvre d'autres pistes d'écriture? Est-ce que tu l'as fait de façon très consciente ou vraiment tu l'as fait comme ça et puis aujourd'hui, maintenant, grâce à toi, cette thématique-là constitue aujourd'hui une thématique centrale qu'on peut aborder dans l'imaginaire de la littérature béninoise? Bon, si je dois reformuler ta question, c'est est-ce que j'écris de manière consciente? Surtout sur cette thématique-là. Non, d'une manière générale. La question c'est est-ce qu'un écrivain écrit de manière consciente? La réponse est oui. Même si, comme l'a dit Samuel Ousmane, même si parfois les personnages peuvent lui échapper, même si parfois les personnages que lui-même a créés peuvent s'imposer à lui parce qu'il lui a donné une certaine psychologie et cette psychologie l'oblige à conduire les personnages dans un certain sens. En ce qui concerne la thématique de l'homosexualité, c'est bien entendu un thème bien choisi. C'était en 2004, je devais avoir tout de 26 ans, quand j'ai écrit la pièce, et ça a été joué un peu avant 2010, où c'est finalement publié. Et justement, en 2012, toujours à l'Institut français, j'ai été invité par l'Association des homosexuels du Bénin pour faire une conférence. Et malheureusement, certains ont cru que c'est parce que j'étais homosexuel que j'ai écrit sur l'homosexualité. Donc, on m'avait fait des promesses de traduction, de voyage. Mais avant ça, il faut que moi-même, je me fasse homosexuel. Et j'ai dit, je n'ai pas les tendances homosexuelles. Donc, parce qu'on veut publier mes tests à l'étranger, on veut traduire mes tests, je ne vais pas changer d'orientation sexuelle. Encore qu'à l'époque, j'avais déjà une femme et un garçon. Et donc, ce serait malhonnête de ma part de me faire homosexuel simplement parce qu'il y a des promesses derrière, quoi. Évidemment, je sais qu'il y a des gens qui deviennent homosexuels parce qu'il y a de l'argent dedans, donc c'est de la prostitution tout simplement. Et ces gens, justement, font que les gens n'ont pas de respect pour les vrais homosexuels, parce qu'il y en a de vrais, un peu comme moi, je suis né garçon, il y en a qui sont nés homosexuels. Malheureusement, à cause des prostituées, on confond tout le monde. On croit que les homosexuels, c'est une perversion, une désorientation de l'être humain. Et donc, moi, en écrivant cette pièce, je voudrais
qu'on respecte les homosexuels de souche, ceux qui sont réellement homosexuels, qui n'ont pas choisi à être homosexuels. C'était en pensant à eux. Mais aujourd'hui, vous savez, cette histoire d'homosexuel a pris tout tournure. On parle, je crois, d'LGBTQ, après un D+, après il y a de plus. Je ne sais pas si finalement ça sera l'infini. Il faut avouer que moi-même, à un moment donné, je suis perdu dans la cause que je défendais. Et donc, voilà, quoi. Voilà. Merci. Ma dernière question, je peux la dernière. Me concernant, est-ce qu'on remarque une appétence chez toi pour la poésie? D'ailleurs, l'année qui vient de finir, tu viens de publier encore deux poèmes rubans. Est-ce que c'est... Je sais, on en a discuté, tu dis que la poésie, c'est la noblesse en fait, c'est la parole vraie. Est-ce que tu as une appétence particulière pour la poésie? Puisqu'on sait, même dans ton théâtre, qu'il y a vraiment... Le corps poème est présent. Oui, je crois que la poésie, c'est un motif régulier chez tous les écrivains, hein, enfin les vrais, pas ceux qui écrivent pour les membres de leur famille. Donc, lorsque vous aspirez à ce qu'après votre mort, les gens continuent de parler de vos textes, vous devez travailler l'esthétique, et quand vous pensez à l'esthétique, forcément, ça prend une dimension poétique. En ce qui concerne le genre même de la poésie, c'est vraiment mon genre à moi, et j'estime que si je n'écris pas de la poésie, je peux arrêter d'écrire les autres genres littéraires, mais je ne suis pas sûr d'arrêter d'écrire de la poésie, je ne crois pas. Ton fils s'appelle Imolé et tu organises ton corps poème en Imolé. Là, on ne parle plus de strophes. On tu vas parler de dernière question. Hein. Oui, c'est là. Est-ce que l'organisation de ton poème en Imolé répond à une esthétique particulière? Oui, bien entendu. Je suis à la recherche de la lumière. Et Imolé en Yoruba veut dire lumière. Voilà, donc, puisque tu as parlé de mon fils, il est là, donc c'est un être vivant. Il est là, voilà, c'est un garçon. Donc, Imolé, s'il te plaît, tu peux te lever pour qu'on te voit. Bon, il n'a pas encore 16 ans, mais sa taille semble déjà dépasser la mienne. Donc, ma prière, c'est que son intelligence dépasse également la mienne. Voilà, en fait, c'est la prière de tous les vrais pères. Hein. Monsieur Daté, bonsoir. Bonsoir, Adilé. Oui, j'ai une seule question. Quel est l'objectif que vous voulez souvent atteindre lorsque vous faites recours au couvent, le sacré africain, dans vos œuvres? C'est une très belle question. Effectivement, c'est présent dans mon test. Je crois que si je dois donner une question rapide et simple, c'est que je voudrais nous ramener à notre vraie nature, qui est une nature sacrée. La vie humaine est une vie sacrée. Et pour avoir accès à cette sacralisation de notre vie, ce n'est pas vulgaire. L'habitude, c'est que ce qui est sacré, même quand on te montre, il faut que tu sois initié pour savoir. On te montre tout, nu comme ça, mais tu ne peux pas savoir le sacré qu'il y a dedans. Donc, j'estime que notre vie, c'est cette recherche vers la sacralisation de notre existence. Je veux que notre vie soit sacrée, tout simplement. Donc, le respect de la nature. Voilà. Merci. Bonsoir, monsieur Daté. Oui, bonsoir, je suis là. Alors, j'ai deux questions. Une qui est très sérieuse pour moi et une autre qui est à ce soir. Ma première question. La sérieuse, donc. Tout à l'heure, monsieur Tossavi parlait de ce scanner de la société qui se dégage lorsqu'on vous lit. Et lorsqu'on convoque la sociocritique, on se rend compte qu'il y a un parallélisme possible, une lecture synoptique possible de vos œuvres, et en mode synoptique, je l'ai dit, et par rapport à ce qui se passe dans la société. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé? Ça, c'est ma première question. C'est la sérieuse ou la moins sérieuse? C'est la sérieuse, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui qui écrivent comme vous le faites, mais qui ne se revendiquent pas, qui ne croient même pas à l'engagement de l'écrivain. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain engagé? J'étais tenté de demander, entre-temps, quel est le genre littéraire dans lequel vous vous sentez le mieux à l'aise. Monsieur Tossavi l'a abordé. Mais ma question à ce soir, à laquelle je tiens aussi, est à brebis tondue, Dieu mesure le vent. Vous avez parlé de sacré tout à l'heure aussi. Je suis tenté de vous demander, est-ce que vous croyez en Dieu?
comme écrivain. Et c'est ça qui est à ce soir. Ça, c'est ma question à ce soir. Ok, d'accord. Merci. Alors, par rapport à l'engagement, vous savez, on nous a fait le débat entre Ongo Betty, Senghor et Camara Lai, et il y a plusieurs tendances. Il y en a qui ne parlent d'engagement que quand l'écrivain prend la branche politique. Quand l'écrivain n'est pas dans la branche politique, on ne peut pas parler d'engagement. Senghor estime qu'à partir de l'instant où on a pris la plume, on est déjà engagé. Même si on écrit sur la tradition, si on écrit sur sa famille, c'est déjà engagé. Et donc, la notion d'engagement, je crois que c'est au lecteur, c'est à la critique de confirmer si tel ou tel autre écrivain est engagé. Sinon, à ma connaissance et selon le travail que je fais sur mon écriture, je ne vise pas particulièrement la notion d'engagement. Mais il se trouve que ceux qui me critiquent estiment que mon écriture est engagée. Parce qu'à partir de l'instant où je prends par exemple le congrès du PR, ou celui qui a écrit la préface, qui est un dramaturge, Kanya Lev, à partir de l'instant où il écrit dans la préface qu'il a peur que, à la publication de l'ouvrage, qu'on me chasse du Bénin et que je fuis, ça veut dire que lui, il a déjà analysé le décret d'engagement et il imagine même ce qui pourrait se passer si les hommes politiques arrivaient à tomber sur l'ouvrage. Et chance pour moi, finalement, ces mêmes hommes politiques m'ont donné un prix. Et à l'époque où je galérais, on m'a donné 4 millions quand même, hein, c'est du sérieux. Donc, vous voyez, les hommes politiques ne sont pas forcément les méchants que nous croyons. C'est des gens qui ont de l'esprit et qui comprennent parfois ce que les écrivains font. Voilà. La question accessoire, puisque c'est accessoire, on passe aux vraies questions. Bon, ben alors, je me présente. Je suis la professeure Irène d'Almeida. Merci beaucoup, professeur, d'être là. Oui. C'est depuis l'Arizona ou bien... Oui, par voie de Calavi. Donc je m'excuse vraiment d'être venue très en retard. J'ai raté toute la première partie. Mais j'ai 2 questions tout de même. La première, c'est que je voudrais savoir quel est votre nom. Barnabé Tradunion Akaï. Alors ça, c'est votre nom de famille. De famille. Mon prénom, c'est Daté. Le premier prénom, c'est Daté. Le deuxième prénom, c'est Atavita. C'est ça qui se trouve sur mon acte de naissance. Sinon, j'ai eu des noms dits de saints que mon père a bien fait des papiers de mon acte de naissance. Barnabé Akaï. Oui. D'accord. En fait, mon père lui signe Barnabé tout court. Son père lui signe Barnabé tout court. C'est mon arrière-grand-père qui signe Akaï. Et en réalité, ces 2 noms ne nous appartenaient même pas. C'est des noms empruntés. Parce qu'on a été volés. Non, mais est-ce que vous êtes sérieux là? Le plus sérieux du monde. Vous avez été volé par qui? Alors, nous venons du Ghana, d'une famille royale du Ghana, et on a fui pour venir dans le Togo, et on a construit notre royaume dans le Togo, et c'était à l'époque esclavagiste, où les gens quittaient Adékhor pour monter vers Agou là-bas, pour aller prendre des gens. Et il est arrivé un moment où ces négriers ont manqué d'esclaves, et le roi, qui était un arrière-grand-père, a demandé à ses 2 enfants qui étaient des jumeaux, Guidi et Guidissé, de suivre le négrier pour le raccompagner. Alors, sur la route, le négrier s'est dit, mais pourquoi je ferais un marché nul aujourd'hui? Mais voilà, j'ai 2 petits avec moi, et je pourrais les prendre et après négocier après sur le marché d'Anékhor. C'est comme ça, il a volé mes arrière-parents, il a amené à Anékhor. Et depuis, ces affaires ont commencé par péricliter, par ne plus marcher. Et après consultation, on lui a dit, ah, tu as volé des enfants, qui étaient d'ailleurs des jumeaux. C'était des jumeaux, et on lui a dit, soit tu vas rendre les enfants, soit tu arrêtes, sinon c'est ta mort. Et évidemment, il ne peut pas aller rendre les enfants, parce que s'il rend les enfants, en fait, lui, il ne revient plus. Donc, il a décidé de les adopter. Et les autres sujets qui étaient entrés comme des esclaves n'ont pas aimé que les esclaves d'hier subitement deviennent des choyés, des enfants de la famille. Et donc, il y a eu une sorte de petite bataille parce qu'en temps, on les a volés par les vendre au marché d'Anékhor, à la plage, et en tant qu'esclaves. Et quand elle est revenue, tous ceux qui ont participé à la vente, il les a récupérés pour aller les troquer contre mes 2
Ariel, en fait, c'est une longue histoire. On va en discuter après. Et je vois une nouvelle qui se dessine à propos de ce nom et de ce vol. Bon, ma deuxième question a à faire avec ce que disait Jérôme. La question d'avoir peur. Mais pourquoi aurions-nous peur? La littérature, c'est l'imaginaire. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est comme ça que ça doit être pris. Ça ne doit pas être pris au premier degré. C'est l'imaginaire. Et Aminata Sofal disait que la littérature, c'est le mensonge. Et il y a un autre écrivain dont je ne me souviens plus du nom qui disait « c'est le mensonge qui nous fait réaliser quelle est la vérité ». Donc, un écrivain n'a pas à avoir peur. C'est l'imaginaire. Ce qu'il dit, c'est le mensonge. Oui, merci beaucoup, professeur. Mais je comprends la question de Jérôme. C'est parce qu'on est des amis et il a peur que je meure et qu'il n'arrive pas à profiter de mon amitié. Merci, bonsoir, Daté. Bonsoir à vous. Oui, et est-ce que tu es initié? À rien. Parce que moi j'ai peur de toi, Jacques a peur de la politique, mais je te vois un peu égratigner le couvent des autres. Et je me dis, ah, peut-être Daté est initié, un jour je vais lui poser la question. Daté, est-ce que tu es initié? Mais je viens de répondre, tu ressembles à mon maître, c'est Raphaël Ebou qui aime chaque fois me demander lors des soutenances, est-ce que je suis initié? Et c'est toujours la même réponse, je suis initié à rien. Mais la vérité, c'est que même si j'étais initié, je ne pourrais pas en parler. Ah, d'accord. Ça se comprend. Donc, tu es initié. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, c'est Cédro le Slammer. Moi, j'ai juste une seule question à poser. La question est, qu'est-ce que vous laissez à la nouvelle génération? Qu'est-ce que je laisse à la nouvelle génération? En matière d'écriture. Alors, je n'ai pas attendu de vieillir avant de donner quelque chose à la nouvelle génération. En 2012, j'ai fait une anthologie où j'ai regroupé des gens qui n'ont jamais publié de leur vie. En 2013, j'ai repris. En 2012, c'était la nouvelle. En 2012, j'ai repris avec Anxiolytique. Là, c'est essentiellement des femmes qui ne sont pas connues. Et j'ai sollicité les anciens pour les soutenir, dont certains sont déjà partis, comme Jérôme Carlos et Fernando d'Almeida. Et donc, il y a eu, je crois, 8 femmes qui ont produit pour la première fois de la poésie. Et aujourd'hui, ces femmes ont donné de manière autonome des textes déjà qui sont connus. Par exemple, il y a Esther Doko, que j'aime bien citer. Il y a Harmonie, Lille Kataria. Il y a Kamen Toudonou. C'est avec moi qu'ils ont publié le premier texte en 2013, quand j'allais au Canada. Et donc, je suis allé faire la promotion là-bas, alors que personne ne les connaissait ici déjà. Vous voyez. Ensuite, maintenant, j'ai poursuivi avec Obama et nous en 2014. C'est aussi une anthologie pour montrer d'une manière générale que Barack Obama est un Américain et nous autres Africains n'avons rien à espérer de lui. Il est là pour les Américains, il est là pour les intérêts américains. Et c'est ce qui s'est passé effectivement. Il n'était pas là pour nous. Et c'est normal. C'est vrai, il a la peau noire, mais il n'est pas noir. Il faudrait qu'on arrive à comprendre, tout comme il y a des blancs qui ne sont pas blancs. Ils sont blancs, mais leur cœur c'est noir. En fait, pas noir dans le sens de mauvais, mais noir dans le sens d'un attachement à l'Afrique. Voilà. Donc, Obama n'est pas africain. On a compris, quand on parle de Kadhafi aujourd'hui, quelque chose est tombé. C'est compliqué de parler de certaines personnes. C'est ça. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, il faut faire attention. Quand on parle de certaines personnes, il faut bien s'armer. Voilà. Donc, je disais que il y a que ce n'est pas forcément le teint, la race, c'est notre cœur, c'est notre esprit, c'est notre attachement. Donc, on avait écrit cela en 2014, 2013-2014. Ensuite, il y a eu 12 anthologies, tout récemment encore, en pleine pandémie de Covid, il y a eu Didactique de la beauté, où des gens qui n'avaient jamais publié ont publié. Et heureusement, quelques années plus tard, il y a déjà 2 ou 3 qui ont repris des prix, ils ont reçu des prix internationaux. Il y a un qui vient de quitter Abidjan,
avec un très joli prix sur la poésie. Un autre était allé au Cameroun pour prendre un autre prix. Donc voilà, moi, je n'ai pas attendu la mort. Et je suis enseignant. Je suis enseignant avec d'autres enseignants. On fait des manuels scolaires où on a décidé de faire la promotion des écrivains béninois dans ces manuels scolaires-là, parce qu'il y avait une notion qu'on appelle le socio-constructivisme, où il faut impliquer l'apprenant dans son environnement. Et donc, à force d'étudier des textes d'auteurs étrangers, l'apprenant ne se retrouve pas dans son milieu. Donc, on a dû choisir des écrivains béninois pour que l'apprenant se retrouve dans son milieu. Voilà, donc, si je dois lister tout. Et puis déjà en 2010 je crois, 2010, j'ai pris mes propres sous pour faire un livre qui s'appelle Lycée béninois. C'est un livre d'essai sur la poésie. Il y a Raymond Yonkapo qui n'était pas jeune. Il y a Abib Dapougan, il y a Abou Bovi, je crois que c'est le plus jeune du groupe. Il y a Constantin Amoussou qui a refusé de publier, qui est devenu homme politique. Et il y a Penou Kouanou, un très dingue. Voilà, donc inutile de citer tout ce que j'ai fait. Je crois qu'à ma mort, tu auras la chance de mieux découvrir. Ok, nous allons prendre une dernière question. Ok, bonsoir à tous. Je suis Sidoine Agua, ancienne stagiaire à l'École internationale de théâtre du Bénin. Bonsoir, monsieur l'auteur. Je pense qu'ici, il y a plusieurs étudiants, les étudiants de l'EITB, et je vois beaucoup de jeunes têtes comme moi aussi. Je voudrais vous demander si je me mettais à la place de ces jeunes-là. Et non, tu ne peux pas te mettre à la place, tu es jeune. Oh, bon, ok. Avec l'envie d'écrire des poésies, ou d'écrire du théâtre, ou des romans. Vous qui aviez déjà fait ce pas, et qui avez accompagné plusieurs personnes qui aujourd'hui, on les voit, Carmen Toudonou que vous avez cité, elle écrit du théâtre, elle a écrit 2500 jours et nuits, elle écrit beaucoup de poésie aussi. Donc, quel conseil, enfin, je dirais archaïque, parce qu'on ne va pas se faire un coup. Ah, parce que je m'appelle Akai, c'est ça? Oh, je n'y ai pas pensé une seconde. Je dis archaïque parce qu'on ne va pas prendre 10 minutes pour se faire un coup tout de suite ici. Mais si en 5 minutes, vous devriez donner un conseil à ce jeune-là qui veut écrire, qui a envie de s'inspirer, d'aller à une souche. Vous êtes déjà une souche, mais vous aussi, vous êtes allé à puiser à une source. Donc, non, moi, je n'ai pas puisé à une source, j'ai puisé à plusieurs sources. À plusieurs sources. Oui. Donc, alors, le conseil que les écrivains donnent souvent aux jeunes écrivains, c'est souvent un seul, hein. Lire, lire et lire. Mais moi, je vais ajouter quelque chose. C'est toujours lire, mais je vais ajouter la période. Lorsque vous avez un certain âge et vous ne lisez pas certains livres, quand vous les lisez après, vous n'avez pas le même effet. Donc, il s'agit de lire, mais de lire certains livres à un certain âge. C'est ça qui fera de vous de grands écrivains. Lorsque vous découvrez un écrivain comme Albert Camus ou Sartre, alors que vous avez 30 ans, 40 ans, ça n'a pas le même effet quand vous n'avez pas encore 18 ans. Vous voyez un écrivain comme Arthur Rimbaud, qui a pratiquement tout fini d'écrire avant ses 18 ans. C'est parce que lui, il avait eu l'avantage de lire. Donc, c'est important de lire avant 18 ans. Et tel que moi, je te vois, je suis sûr que tu as déjà 18 ans. Ah, pas encore 18 ans. Ok, là, tu as beaucoup d'avantages alors. Alors, faites tout pour finir ces grands auteurs avant tes 18 ans. Parce que quand on lit certains auteurs à un certain âge, ça a beaucoup d'avantages. Parce que ça crée un choc. Ça crée un choc en vous. Et c'est ce choc-là qui vous permet d'être excellent écrivain plus tard. Donc, le secret, il n'y en a pas deux, c'est la lecture. Et quand je parle de la lecture, ce n'est pas toata, toiti, hein. Il s'agit de voir comment les phrases sont construites, comment les mots sont mis, comment la syntaxe est construite, comment la sémantique évolue, et ensuite de voir l'évolution des paragraphes, ensuite de tout le texte. C'est tout ce cheminement-là qu'il faut regarder quand je parle de lire. Ça, c'est vous voyez. Et ensuite, maintenant, si vous avez des grands-parents, soyez auprès de vos grands-parents, écoutez-les. Parce qu'ils ont des choses que vous n'aurez jamais la chance d'avoir dans un livre. C'est ça la littérature orale, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ou les grandes personnes tout court, quoi.
que ça soit quelqu'un de votre famille ou pas, c'est pas grave. Mais c'est important d'écouter les grandes personnes. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, par exemple, quand le professeur a pris la parole, elle a cité d'autres grandes personnes, c'est des auteurs connus. Donc, c'est ça les grands-parents en matière de littérature orale. Donc, après les Rimbaud, après les Balzac, après les Hugo, après les Jean Pliat, Léonin Benquenot, il faudrait qu'on se rapproche des grands-parents pour les histoires, les vraies histoires, pour notre tradition. Et ça, si tu vois ce que je dis. Voilà, donc c'est bien la lecture, mais il faut aussi écouter les parents. Merci, voilà. merci à tout un chacun pour vos diverses interventions. C'est très beau tout ça, c'est très nourrissant. Nous allons aller très vite. À présent, nous allons oui, écouter, oui, ça va. Oui. Nous allons écouter une troisième et dernière lecture. C'est un poème de Barnabé Akaï. La beauté de ton cou est l'espoir de la terre. Notre vie est réglée comme un harmonica. Ton cou est le seul jardin à musique rare. Les fleurs font un parfum fort de karatéka et cette odeur sonore se transforme en phare. Chaque fleur de ton cou qui éclot dans ma main oublie ton arôme au chevet de ma rencontre unique avec le réveil incertain de demain. Rien ne peut dissuader Dieu de vos rencontres. Au retour du jardin d'Éden, ton cou avale gaiement la forme de travers. Ton œil s'ouvrit en même temps que Dieu ferma ses yeux ovales. Donne-moi la clé des fleurs de ton cœur qui rit. Et voici mon jardin le plus secret. L'ennui. Chaque fois que l'ennui marche nu sur le fleuve rare de ma vie, je lève les seaux des nuits où je regarde l'os de nos amours qui pleuvent. Il est écrit sur ton cou et dans la Genèse. Rien n'avala la pomme alors que le serpent était vaincu par l'homme. Il fallut que le temps émiettât mon cœur pour qu'il croquât la fraise nue de ton cou si fou que j'arrose autrement. Un cou taillé par l'honnêteté de l'amant. Nous sommes les amants de la tendresse nue. Nous sommes éternels par nos amours charnus. On ne pondra pas d'idiots chiens pour de grands lions. Un cafard qui fuit n'est pas un oiseau qui vole. Si ton cou est déjà couronné de champions, peut-on encore douter de tes ambitions folles? On ne prendra pas la lune pour le soleil. Sur le toit de ta fertilité des fermières, sous le plafond de ta beauté, ton cou vermeil. Il est inscrit dans le sable de tes lumières, bien des grains de beauté où la poésie soulève la poussière que fait notre amour sur la grève. Et les oies sortent pour féliciter nos rêves. Je n'ai pu puiser dans ta voix de la tristesse et n'ai pas cherché non plus si ton appétit merveilleux pour le lys vient de la tendresse enivrante de tes pieds plus ou moins petits. Rien ne peut employer la douleur des canons et la transférer en toi alors que mon nom danse dans ton âme nue avec frénésie et rétablit l'ordre des étoiles rosies. Chaque appel raté de ton cou, chaque appel raté est un jardin de douleur où les fleurs sont tenues à distance des pleurs. Un amour frais tel le nôtre est un petit ange vierge en perte des croix du Christ et de la fange. Rien ne peut corrompre ce poème et notre amour enveloppera les blessures de ces joues assoiffées de mes draps, de mes bras, de ma tempe. Une absence est pour notre avenir une lampe. La 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 la. Si ton cou si croustillant comme une antiquaire
sans la dictature des grands comptes bancaires, interpelle l'assassinat des présidents, rends-toi compte que l'Afrique est jeune et sans temps. Et les contes charnus des présidents d'Afrique font la fierté de la faim dans nos pays, où les enfants s'assoient à même le sol. Quel trou! Et boivent une Bible atroce et ou magique. Ta tristesse est frappée d'un bonheur maternel. Et ton bonheur est si lentement éternel. En le voyant, l'enfant que tu demeures vole dans mes yeux l'éclat de ta voix belle et folle. Aussi loin que tes pieds ornés de bonheur partent, notre amour est soudé tel nos cœurs qui s'écartent. Si ma poésie construit une suite au Bénin, l'amour va dormir dans un ventre sans venin. Et là, la lune inonde une île, une Amélie. Mais les yeux de ton cœur sont la didascalie inscrite dans la scène clausulaire en nous. Rien ne va mettre notre amour à genoux. On peut plier des pierres selon la volonté insolente des chefs idiots. La beauté royale de ton cou ne peut faire descendre des peuples innocents au paradis des cendres. Et tes yeux boivent la lune et les cieux. Ton vœu de réunir toutes les îles du monde, on le réalisera pour les ondes nauséabondes. Nous veillerons sur la sirène dans tes yeux. Rien ne va arriver à notre amour, ni mettre en état d'alerte le monde. Je veux n'être guère dans la vulve océanique de ta beauté. Ô volcan vierge, tu préfères ma cruauté ravageuse d'aimer toutes les femmes belles. Donne-moi le temps de bâtir une maison rebelle sur les ruines de ton cœur rebelle, et le monde entier viendra voir ta floraison. Notre amour est un iroko dont les racines ondulatoires et célestes déracinent une armée d'ennemis puissamment équipés. Vide, même vide, notre amour est coupé en plusieurs milliards de lambeaux où dort la force lunaire, solaire et stellaire de ton cou. En tant que sirène, ta beauté est l'écorce enivrante de l'arbre qui sert un noir tout pour notre amour calme et bouillant comme un cratère assidu qui se déplace au fond du Niger. Rien ne peut transformer le soleil en mer. La beauté de ton cou est l'espoir de la terre. Aussi sûr que le chef d'État bave et éteint fermement son cerveau devant l'or et le pain rapatrié en Afrique et versé dans ses poches, aussi mal que les fleurs se sentent et approchent indélicatement leurs odeurs dans les rues, comme des travailleurs sevrés de doux et bons, heures battues, séquestrés, réduits en moutons et jetés au serpent à la montée des prunes. Un pays qui élit un chef idiot est perdu. Rien ne peut transformer la souris en panthère. Des nouveaux-nés lisent des nuages défendus et l'élu méprise la langue de l'éther. Ta beauté résoudra l'énigme du génie. On saura pourquoi les cafards sont plus nombreux. Notre amour est rare, tels les hommes qui nient son génie, de guérir les amants